Philippe et Jordan Michalet. Bonjour à tous, merci Anne-Marie. Oui, effectivement, alors on est deux dans le même espace là, donc on va essayer on va pas trop bouger à la caméra pour que vous nous voyez bien là. Le but étant surtout de nous écouter et de regarder notre présentation. Donc oui, on va vous faire un retour d'expérience. Donc on a intitulé de la fiction à la réalité, rétrospective de notre expérience en tant que team de réponse aux incidents. Donc en fait, vous allez voir on fait de la réponse aux incidents de sécurité. On va vous montrer un peu la manière dont on a travaillé cette dernière année. Donc, on va vous parler d'un scope d'à peu près d'1 an de retour d'expérience, de octobre 2020 à octobre 2021, sur notre activité, avec un focus quand même assez particulier sur les attaques de type rançongiciel. Donc, on va passer. Donc, juste avant, on va s'introduire un peu en tant qu'équipe KPMG, Egide. Donc, en fait, KPMG Egide, c'est une firme de cybersécurité qui est basée essentiellement au Québec, à Québec, et qui a des locaux maintenant qui sont un peu partout au Canada, à Montréal, Toronto, etc. On est à peu près plus d'une centaine de personnes spécialisées en cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la firme n'est pas jeune. Elle a été créée par Guillaume Clément en 2009 et elle a été acquise par KPMG en 2018, d'où le nom KPMG Egide. En fait, on est une team de cybersécurité de KPMG spécialisée dans différents types de services. Donc, on offre des services de type de réponse aux incidents et d'analyse forensique, plus communément appelé des FIR. On a aussi une équipe qui fait de la surveillance de sécurité pour nos différents clients, donc ce qui est un SOC et un MDR. On a une équipe de sécurité offensive. On a une équipe de renseignement sur les cybermenaces qu'on appelle CTI, une équipe infonuagique dédiée à la cybersécurité. On fait de l'évaluation de sécurité, gestion des vulnérabilités, plan de réponse aux incidents, etc., etc. La particularité de notre team là, vous allez le voir dans les slides qui suivent là, c'est que on a un petit logo là, on s'appelle la Team Panda. Notre logo d'équipe, c'est un panda qui va un peu au combat, là, et qui est un peu doux, mais qui va un peu au combat. Donc, on a une maman panda, Anne Labbé, big up. On a papa panda, qui est notre responsable d'équipe, Valentin Bromont, qu'on salue ici. Et on a aussi les papis pandas, dont je fais partie, c'est-à-dire les plus anciens de l'équipe. Et puis, on a des jeunes pandas, un peu comme Jordan. Je ne suis pas un papi panda. Voilà. Donc, Jordan, je te laisse te présenter. Alors rapidement, Jordan Michalet, moi ça fait une dizaine d'années que j'ai travaillé en TI. J'ai fait un petit peu de technique et d'opérationnel, donc pendant 6 années, du support principalement et de l'admin système. Après, j'ai fait un petit peu de coordination. Et puis, je suis arrivé chez KPMG Egide en 2019. Puis c'est là où j'ai commencé à faire de la cybersécurité. Et je suis rentré là-bas en tant qu'analyste forensique. Puis, j'ai rapidement rejoint l'équipe de réponse aux incidents. Donc, à mon sujet, j'ai un peu plus vieux, mais je parais jeune, mais en fait, non, je suis vieux. Voilà, c'est un peu le problème de l'âge. Bref, ça fait 15 ans que je fais de l'administration système Unix, Linux, spécialisé notamment dans tout ce qui est analyse de performance et puis débugage de noyaux, d'applications lorsqu'elles plantent, de faire un peu d'analyse sur ces débugages-là. Je me suis reconverti depuis 5 ans dans la cybersécurité. Alors au départ, j'ai monté beaucoup d'infrastructures open source autour des aspects de sécurité, donc des SIEM autour de solutions comme Security Onion, pour ne citer qu'elles, par exemple. Et j'ai rejoint, ça fait 1 an maintenant que j'ai rejoint l'équipe de réponse aux incidents et d'analyse forensique chez Egide, KPMG. Voilà, et je me spécialise un peu plus dans tout ce qui est analyse de magiciel. Alors là, c'est vraiment la traduction française du terme, mais du reverse de malware, plus spécifiquement. Donc notre team là, qu'est-ce qu'on fait en fait comme activité au quotidien là? Donc on a vraiment deux tracks d'activité. On a une track d'activité qui est la réponse aux incidents, qui est basée autour de notamment des rançongiciels. Donc on va faire, vous allez le voir, là, on fait beaucoup de rançongiciels. Là. On fait aussi beaucoup de compromission de comptes de courrier professionnels. On va aussi en discuter un peu plus dans le détail.
On est aussi dans la réponse à incident, on fait aussi des analyses et de l'évaluation de compromission, alors autour de différents failles de sécurité. Alors cette année, on en a eu quand même plusieurs sur des serveurs, notamment les serveurs de messagerie Exchange, les serveurs Confluence, GitLab, etc. Donc on fait des revues de sécurité, voir si les clients, enfin les clients potentiels victimes ont été exploités par ces failles de vulnérabilité. Le deuxième aspect de notre travail, qui représente quand même une part assez importante, ce qui est un peu l'analyse numérique, digital forensic. Donc là, c'est plutôt des investigations légales, souvent légales, liées notamment à tous les aspects de ressources humaines. Donc, par exemple, un départ d'un employé, un départ un peu litigieux d'un employé, où l'entreprise souhaite enquêter sur la manière dont il est parti de cette société. Est-ce qu'il a volé ou pas des données importantes? Est-ce qu'il a œuvré au sein du réseau en faisant des malversations, etc. Il y a aussi des enquêtes auprès d'harcèlement, des personnes au sein de l'entreprise qui harcèlent d'autres personnes. On est capable de faire des enquêtes. Et ces enquêtes numériques-là nous amènent à analyser différents types de périphériques. Alors, tout type de périphérique, ça peut être des caméras vidéo, donc analyse de caméras vidéo, analyse de téléphone portable, analyse de tablettes, analyse des postes bureautiques classiques. Il y a aussi tout ce qui est les menaces internes. Ce qui est arrivé à Desjardins, on le sait tous là, il y a maintenant quelques temps là. Enfin, c'est quand même assez récent dans les esprits là, mais voilà, ça peut être des enquêtes sur lesquelles on est amené à intervenir aussi bien d'un point de vue légal que sur demande des entreprises. Alors le petit panda là à côté, c'est notre logo d'équipe là. C'est un petit coucou à Valentin Bromont là, qui a mis quelques temps à le faire là, mais on en est fiers. Voilà. Pour comprendre en fait la manière dont nous intervenons là, c'est-à-dire nous, équipe de réponse aux incidents, que ça soit de l'analyse numérique ou de la réponse aux incidents, la manière dont on intervient, il y a un cadre. Alors, on parle de notre expérience à nous, hein. On ne parle pas de l'expérience des autres équipes de réponse à incidents, mais de la manière dont on intervient dans un cadre. Alors, il y a une petite différence dans les flèches, là. Il y en a qui sont en pointillés et il y en a qui sont tracés droit. Les pointillés, ça veut dire que c'est optionnel. Effectivement, si le client a une cyberassurance, c'est la cyberassurance qui prend contact avec l'équipe de cybersécurité, donc nous. Elle prend aussi contact avec une firme d'avocats, ce qu'on appelle un bridge coach. Et suivant le type d'attaque, le client, enfin l'assureur, peut prendre contact avec une firme de négociation auprès des rançons s'il y a rançon. On s'entend que ce n'est pas nous, là, en tant que team de réponse aux incidents, là, qui œuvrons dans la négociation auprès des groupes de ransomware. On peut le faire, ça nous arrive de le faire de temps en temps sur des petits groupes, mais c'est en dehors de notre juridiction. Juste pour recadrer un peu les différentes parties, la firme d'avocats, Bridge Coach, là, elle intervient pour protéger le client. Elle intervient pour protéger la manière dont le client va communiquer en interne, en externe, et vis-à-vis des preuves légales, s'il y a exfiltration de données, quelles sont les juridictions à appliquer dans l'exfiltration de données, si c'est des ressortissants qui sont canadiens, si c'est des ressortissants américains, ça ne va pas être la même chose, si c'est des ressortissants européens, ça va être encore différent avec la fameuse GDPR, etc., etc. Et donc, cette firme d'avocats, elle est le lien entre notre analyse qu'on va faire et la manière dont on va faire notre investigation, entre l'assureur qui attend un résultat et potentiellement le négociateur de la rançon. Le client, en fait, lui, on travaille directement avec le client. On s'entend que c'est pas l'ordre, c'est pas l'assureur qui demande l'investigation. Hein, il fait appel à nous. C'est l'avocat après qui juge notre investigation, qu'on remet ou pas à l'assureur. Le client étant vraiment au cœur de l'organisation.
Donc, on intervient dans un cadre, comme on a vu là, on n'est pas des oraux là, qui arrivons avec notre épée là, et qui sauvons les clients et qui sont devenus victimes d'attaques. On intervient dans un cadre. Et dans ce cadre, on doit répondre à certaines questions. On répond à certaines questions pour aider le client à se protéger, pour reconstruire son infrastructure, à se protéger dans cette nouvelle infrastructure par rapport à ce qu'on a détecté. Il y a aussi tout ce qui est la partie exfiltration de données, où on doit essayer de répondre à certaines questions que les avocats nous demandent, notamment d'un point de vue légal, est-ce que les données, quel type de données ont été sorties, etc. Donc si on reprend un peu la kill chain d'une attaque, là, ça va être déjà les accès initiaux. Quel est le stratagème de l'attaquant ? Par où l'attaquant est rentré et quelle vulnérabilité a-t-il exploité. Donc ça va être les premières questions auxquelles on va devoir répondre. Et ces premières questions sont importantes, on va le voir après par la suite, notamment avec Jordan, parce qu'elles vont permettre de sécuriser en fait l'infrastructure, la nouvelle infrastructure qui va être construite derrière. Après, ce qui nous intéresse un peu, ce qui est moins demandé par les firmes d'avocats et par les clients, c'est tout ce qui est escalade de privilèges et mécanisme de persistance. Alors, ça a un intérêt, l'escalade de privilèges, puisque ça nous permet de détecter les comptes qui ont été compromis et de savoir quels comptes ont été utilisés par les attaquants. Mais c'est un peu moins demandé par les avocats. Nous, ça nous intéresse de savoir comment l'attaquant s'est propagé au sein du réseau et comment il a déployé, s'il rend son logiciel, comment il a déployé ses outils. Ça concerne aussi les mouvements latéraux. La grosse phase, là, c'est quand même l'exfiltration de données. Donc, c'est répondre quel est le volume de données qui ont été exfiltrées, depuis combien de temps les données ont été exfiltrées, est-ce qu'on a la fenêtre de temps des données exfiltrées, le volume, est-ce que c'est des données qui sont plutôt liées aux ressources humaines, est-ce que c'est des données propres à l'entreprise d'un point de vue métier de l'entreprise, etc., etc. Et ces questions sont très importantes puisque derrière, il y a quand même un cadre légal, donc on est énormément challengé sur ces questions-là. Après, sur le déploiement du rançon-logiciel, dans le cas d'un rançon-logiciel, c'est effectivement comment est-il déployé, ce rançon-logiciel ? A-t-il une persistance dans le réseau ? Parce que quand on va rebâtir le réseau, là, on s'entend que si on n'a pas éradiqué cette menace-là, eh ben, il se peut que les nouveaux serveurs qui soient reconstruits là, soient chiffrés de nouveau. Donc, c'est important pour nous de le savoir et pour protéger le client. Donc, si on reprend les chiffres, là, on a un peu managé nos chiffres là, sur une année. Là. Donc, on parle de octobre 2020 à octobre 2021. Donc, on a pris l'ensemble des incidents que notre équipe a fait face. Et 60% de notre activité quotidienne, ça a été des attaques par rançon-logiciel. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important là, pour nous, là, ce qui représente une masse de travail conséquente. 20 autres pourcents, ça a été tout ce qui a été compromission de comptes de courrier professionnels. Donc, on va le voir, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les comptes de courrier professionnels. Ça fait encore recette et c'est assez simple à mettre en œuvre, là, donc c'est quand même utilisé assez fréquemment. Les 20 autres pourcents de notre activité, c'est tout ce qui est cyber-enquête, donc la partie légale de l'analyse numérique, là, ce qu'on disait, et d'autres types d'incidents, c'est des checks, des compromissions, enfin des assessments de compromission dans le sens où on vérifie chez les clients s'ils ont eu des compromissions dans le passé, de quel type elles ont été, etc. Donc, on fait une analyse un peu numérique de leur infrastructure informatique pour détecter ou pas des menaces antérieures. Donc, si on fait un focus maintenant sur la compromission de compte de courriel, et on voulait en parler parce que c'est une attaque qui est encore couramment utilisée là, et qui rapporte gros avec très peu de niveau technique à avoir de la part de l'attaquant. Donc, généralement, ce qu'ils font là, c'est du détournement de fonds. C'est assez simple. Ils essayent de voler, alors par social engineering, parce que les utilisateurs utilisent encore le même mot de passe entre les comptes de courrier professionnels et personnels. Donc, c'est facile pour eux de pouvoir utiliser ce même mot de passe dans un milieu professionnel parce qu'il n'y a pas la double authentification, etc. Donc, il s'introduit dans la boîte de messagerie de certaines personnes. Il cible certaines personnes, hein, des personnes qui font affaire avec des transactions bancaires. Donc, ils font tous les services achats, les services de ressources humaines, etc.,
Ils s'introduisent dans sa boîte de courriel, ils suivent les conversations. Donc, pour suivre les conversations, ils font du renvoi de mails automatique sur une boîte mail partagée, enfin, dont l'attaquant a le contrôle, etc. Et quand ils voient qu'il y a une transaction bancaire qui va se faire, hop, ils interviennent à la place de la personne, se font passer pour la personne et disent oh, voilà, je dois changer mon compte bancaire, merci de me faire le virement à cette nouvelle adresse bancaire. Et hop, le tour est joué là, parce que les gens ne sont pas assez méfiants. Alors, si l'attaquant utilise la messagerie, si on n'a pas détecté la fraude, l'intrusion, on s'en rend compte toujours trop tard. À l'inverse, si les attaquants peuvent mettre en place des main on the middle, c'est-à-dire ils créent des faux domaines entre les deux contacts et s'introduit via une chaîne de mails avec des fausses adresses email qui ressemblent trait pour trait au domaine. Ça rapporte gros, là. Ce qu'on vous dit là, ce qu'on a vécu là, sur une année, là, c'est que les rançons, c'est de quelques milliers de dollars là, canadiens, on entend, à des millions de dollars. On a eu des cas où c'est des millions de dollars qui ont été détournés. Là. Donc, c'est pas forcément à prendre à la légère, ce type d'attaque, et c'est très, très rapide à exécuter. Là, je vais laisser maintenant mon collègue Jordan un peu parler. Là. Bébé Panda, il faut qu'il prenne un peu la parole et qui grandissent. Je lui laisse la partie de tout, l'autre aspect, donc nos 60% là, qui sont sur la partie rançon logicielle. Ok, donc passe à la jeunesse. Merci Pépé Panda pour ta présentation. Donc, pour tout ce qui concerne les rançons logicielles, on a une phrase assez typique de Guillaume Clément, notre président, quand on débute un incident, c'est que ce que vous vivez, ce n'est pas une course ou un sprint, mais un marathon. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'un incident de sécurité de type rançon logiciel, c'est un incident de sécurité, mais on va dire plus, d'accord, avec une priorité critique, une sévérité critique, un incident majeur. Et on ne va pas le traiter comme un incident classique où on se dirait, bon, on réinstalle la machine, puis c'est reparti. On va aller un petit peu plus loin dans tout ça. Donc, les rançons logicielles, comment un petit peu, nous, on travaille avec les victimes qui sont victimes de rançon logiciel, et c'est très simple. On travaille sur 3 étapes principales. Donc, il y a la partie investigation, il y a la partie restauration, puis la partie négociation de la rançon. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est très évolutif. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des cas, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est effectuer ces tâches de manière chronologique, les unes après les autres. On commencerait par l'investigation, et en fonction des résultats de l'investigation, on procédera à la restauration, avec la négociation qu'on mènerait potentiellement en parallèle. D'accord ? La problématique, c'est qu'on ne fait pas toujours comme on veut et on va devoir s'adapter aux besoins du client. D'accord ? Il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'assez changeant. La question qu'on pose, la première question qu'on pose quand on commence un incident, c'est est-ce que vous avez des sauvegardes fonctionnelles ? Pourquoi ? On pose cette question parce que c'est cette question qui va nous permettre de savoir comment on va manipuler un petit peu ces 3 étapes principales et comment on va les faire travailler ensemble. Dans quel ordre ? Est-ce qu'on va paralléliser ou non ? La problématique souvent à laquelle on fait face, c'est que le client, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est retourner en production le plus rapidement possible. Hein. C'est un do or die, on le voit à l'écran, c'est un do or die pour lui parce que lui, souvent, s'il ne retourne pas rapidement en production, il va devoir commencer à licencier des salariés et éventuellement mettre la clé sous la porte. Hein. On a déjà vu des compagnies pour lesquelles ça devenait très, très critique et qui n'étaient pas loin de devoir mettre un terme à leurs activités. Donc, nous, notre rôle, ça va quand même être de s'adapter en fonction du besoin du client et de le conseiller, de lui expliquer un petit peu. C'est-à-dire que dans le cadre d'un rançon logiciel, on le verra un petit peu plus tard dans les chiffres, mais on n'a pas tout le temps à faire la même chose. C'est-à-dire que parfois, c'est l'intégralité de l'infrastructure qui a été chiffrée. Et puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. On est obligé de commencer la partie restauration en même temps que la partie investigation. Et puis par moment, c'est que certains services qui sont impactés. Donc ça nous arrive, dans le cadre d'un rançon logiciel qui attaque un de nos clients, où en fait, on a par exemple les services de messagerie qui ne vont plus fonctionner, mais tout le reste de l'entreprise, de l'organisation va fonctionner. Donc là, vous comprenez que c'est un petit peu moins critique et qu'on peut parfois se permettre de prendre un peu plus de temps pour la partie investigation. Alors pourquoi on prend du temps pour la partie investigation ? Pourquoi on en demande ? Parce que la partie investigation, en fait, elle nous permet de découvrir des informations sur le stratagème employé par l'attaquant. Et il faut bien comprendre que plus on a d'informations sur le stratagème employé par l'attaquant, plus on va être capable de ramener les services en production de manière sécurisée. Si on connaît
l'heure de l'intrusion, la date de l'intrusion, les utilisateurs qui ont été compromis, les machines et les données qui ont été exfiltrées, vous comprenez que c'est bien plus facile de ramener un service en production de manière sécurisée que si on ne connaît par exemple pas la date à laquelle l'attaquant est rentré. Parce que vous allez peut-être ramener des sauvegardes qui étaient déjà compromises. Donc, on essaye de trouver un équilibre entre ces différentes étapes. La partie investigation, il faut la voir vraiment comme une scène de crime. C'est-à-dire, et puis nous aussi, on y est confronté régulièrement, on ne va pas voir les mêmes résultats dans une investigation si on arrive 2 heures après l'incident, ou 2 heures après le début du chiffrement, ou si on arrive 2 semaines après. Et on connaît et on vit les deux au quotidien. Vous comprenez bien que sur une scène de crime, si vous arrivez 2 heures après le crime, vous avez quand même de grandes chances de constater plusieurs choses qui n'auront pas bougé, qui seront encore en l'état. Si vous arrivez 2 semaines après, ne serait-ce que sur une scène de crime à l'extérieur, avec la météo, bon, vous n'aurez déjà plus les mêmes éléments. Il y aura des choses qui auront disparu, éventuellement même le mobile du crime. Pour ce qui concerne la rançon, là encore une fois, on parle de nos expériences, ce qu'on vit nous, c'est qu'on encourage la discussion avec l'attaquant pour plusieurs raisons. C'est pas parce qu'on parle avec le cybercriminel, c'est pas parce qu'on négocie la rançon avec lui qu'on va forcément la payer. En revanche, négocier ou discuter avec l'acteur malicieux, ça permet plusieurs choses. La première, c'est que ça nous permet de gagner du temps. Pendant qu'on est en train de lui parler, lui, l'attaquant, il se dit pas « Oh, ils n'ont pas vu ma note de rançon, ils s'occupent pas de moi, ils veulent pas payer, je vais essayer de leur mettre une pression supplémentaire pour leur faire payer la rançon. » Il se dit « Non, non, on est en train de discuter, c'est bon, ma rançon va être payée. » Donc ça le rassure, et nous, ça nous permet de gagner du temps dans nos investigations. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue investigation, ça va aussi parfois nous permettre de découvrir de nouvelles informations. Si par exemple, je prends l'exemple d'un rançongiciel qui a frappé une entreprise pour laquelle on n'a pas beaucoup d'éléments d'information à investiguer. Donc, par exemple, les journaux sont manquants, ou les journaux n'étaient pas conservés, ou ils ont été chiffrés. Et bien, parfois, l'attaquant, il va nous donner un échantillon des informations qu'il a exfiltrées pour prouver qu'il est de bonne foi et qu'il a bien exfiltré des données. Parfois, cet échantillon qui est communiqué, cet échantillon de fichiers, elle va nous donner des indications sur où l'attaquant est passé. Un serveur, par exemple, qu'on n'avait pas encore rentré dans le cadre de nos investigations parce qu'il n'était pas d'intérêt, on ne l'avait pas encore considéré comme intérêt, parce qu'il nous manquait des informations ou tout simplement qu'on ne l'avait pas vu, et ben on va aller le voir. Parce que lui, le client, il va nous dire « Attendez, mais ces données-là, elles correspondent à mon serveur de fichiers, elles correspondent à mon serveur d'application métier. » Et puis, si c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, et ben on va l'intégrer dans notre investigation. Et donc, mine de rien, ça nous permet quand même d'aller plus vite et d'être plus efficace. La troisième chose au niveau de la rançon, c'est qu'il y a aussi des groupes d'attaquants qui ne font pas d'exfiltration de données. On reviendra tout à l'heure sur les chiffres, vous verrez, ce n'est pas systématique. Donc, parfois, on a peut-être des attaquants qui bluffent un peu en disant on vous a exfiltré des données, il faut payer la rançon. Puis quand vous demandez un échantillon de données, ils sont incapables de vous le communiquer. Donc, parfois, peut-être que l'exfiltration, elle n'a pas marché comme ils voulaient, ou alors qu'ils ont dérobé des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Parfois, ils vont nous communiquer les données, on va se rendre compte que ce n'étaient pas des données essentielles, et donc on va pouvoir regarder un petit peu. Alors, quand je dis on, c'est plutôt le client et la victime qui prend ces décisions et qui réfléchit à ça, mais il y a différentes façons de faire. Enfin, la dernière chose par rapport à la négociation de la rançon, c'est que si la négociation, comme je le disais, elle ne se passe pas bien ou elle n'est pas faite, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'attaquant ajoute une pression supplémentaire. Donc, en plus, éventuellement, alors en plus de chiffrer vos données, éventuellement de les exfiltrer, c'est ce qu'on appelle la double extorsion, il va mettre en place des mécanismes d'attaque DDoS, sur des sites web institutionnels de la compagnie. Donc là, vous comprenez que vous avez une entreprise qui s'est fait chiffrer, ne peut plus travailler, a vu des données exfiltrées, c'est potentiellement une grosse problématique pour eux, et d'un point de vue législatif, et d'un point de vue employé, réputation, et une attaque DDoS qui persiste sur certains systèmes qui étaient encore restés en production. Vous comprenez que là, la pression, elle est maximale, et ça incite naturellement la victime à payer. Donc nous, ce qu'on voit, encore une fois, dans notre expérience, des rançongiciels au quotidien, parce qu'on peut parler de quotidien pour notre équipe, c'est qu'il y a plusieurs types de choses et qu'en fonction de ce qu'on peut lire dans la presse, de ce qu'on voit dans les films de science-fiction, c'est pas vraiment notre quotidien, d'accord ? Cette slide-là, elle s'intitule APT vs réalité parce que nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est rarement des entreprises de Fortune 500. Ça arrive, mais c'est rare. C'est plutôt des petites et moyennes structures de manière générale.
À quoi ça correspond? Ça correspond à des attaques assez, comment dirais-je, communes. C'est simplement de l'exploitation de vulnérabilités, des vulnérabilités non patchées. On verra un peu plus tard là, par où, qu'est-ce qu'on constate là sur cette année, par où les attaquants sont rentrés, quels outils ils ont utilisés. On aura 2-3 chiffres là-dessus. De manière générale, l'objectif de ces groupes d'attaquants-là, c'est d'être rentable assez facilement. Donc, on parle là de scans de masse pour détecter des vulnérabilités et puis aller de l'avant dans ces infrastructures. L'objectif n'étant pas de faire une période de reconnaissance de 3 mois, de savoir à qui on s'attaque, quel secteur d'activité. Il y a des attaquants, bien souvent, ils ne sont même pas conscients de l'entreprise de laquelle ils ont attaqué. Ils connaissent à peine le nom, ils connaissent ni le secteur, ni ce qu'ils font. C'est vraiment, l'objectif, c'est de faire l'argent facilement. Ce qu'on voit aussi beaucoup, et ce qui nous fait dire qu'on n'a pas affaire à des APT, ou en tout cas pas de manière globale, c'est les délais d'intrusion. On a 2 chiffres là sur la présentation, vous les avez peut-être déjà vus. Là, ce sont des chiffres, encore une fois, inspirés de notre expérience. En moyenne, c'est 18 jours entre la date d'intrusion et la date de chiffrement. Donc, on est sur 2-3 semaines. Vous vous rendez bien compte que c'est assez court. Quand on parle d'APT, on est sur quelque chose de plusieurs mois, plusieurs années, même plusieurs années que plusieurs mois. Et puis, un APT, son objectif, c'est plus de rester silencieux, de ne pas faire trop de bruit dans une infrastructure pour réaliser ces actes malicieux, que de rentrer, de mettre du chiffrement, de faire de l'exfiltration de données et de tout casser pour faire du bruit. Donc, ce qu'on voit, nous, en effet, c'est des attaques bruyantes et ce sont des attaques assez communes avec des outils assez simples. Vous avez peut-être suivi un petit peu ce qui s'est passé pour Conti et le leak de la documentation des affiliés. C'est clairement ça. Donc, c'est l'utilisation d'un outil tel que Airclone. C'est des choses assez simples et pas très compliquées techniquement. Pour ce qui est des groupes de rançon logiciel, il faut bien comprendre, alors là, je vais juste recontextualiser pour tout le monde, je pense que la majorité des personnes le savent, mais en gros, on a 2 protagonistes dans le cadre d'un rançon logiciel et dans le cadre d'une attaque. On a le groupe de rançon logiciel qui développe le rançon logiciel, qui met à disposition les infrastructures pour générer les clés de déchiffrement, qui met à disposition le portail client pour dire, voilà, on a exfiltré telle donnée de telle entreprise. Et puis, on a l'affilié. L'affilié, c'est une personne assez lambda qui va utiliser le logiciel. C'est souvent lui qui va réaliser l'attaque. Et puis, si la rançon est payée, il partage un certain pourcentage, le groupe de rançon logiciel et l'affilié. Il faut bien comprendre que chaque groupe de rançon logiciel a sa méthode. Tout le monde ne travaille pas de la même façon. Parfois, il y a de l'exfiltration, parfois, il n'y en a pas. C'est quelque chose d'assez commun. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Il y a même certains groupes de rançon logiciel qui ciblent certains secteurs d'activité. Alors, tout à l'heure, je disais qu'ils ne regardent pas forcément, mais il y a certains groupes de rançon logiciel qui sont attentifs. On l'a vu pendant la pandémie de coronavirus. Plusieurs des acteurs malicieux ont dit, nous, on refuse ou on arrête d'attaquer les entreprises du secteur de la santé parce que l'objectif, c'est pas de tuer des gens. Et enfin, il y a un de nos collègues qui aime bien dire ça, c'est qu'on devient en fait, un des collègues de notre équipe, qu'on devient en fait des clients de ces groupes de rançon logiciel parce qu'on constate aujourd'hui qu'ils ont même un service après-vente. On parle du portail client, donc on est capable de voir un petit peu le volume de données qui est sorti. Parfois, quand la rançon est payée, on nous livre un logiciel de déchiffrement. Ce logiciel de déchiffrement, s'il ne fonctionne pas, on peut faire appel à leur service. Et puis, ils vont nous accompagner pour le faire fonctionner. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, il y a même un groupe de rançon logiciel sur lequel on a fait des investigations, qui est le groupe de rançon logiciel Defray, qui, lui, parfois, se permet même de faire des remarques sur certaines technologies, comment elles sont employées dans l'entreprise, en disant qu'elles ne sont peut-être pas bien utilisées ou qu'elles sont vulnérables et qu'il faudra aller voir par ici pour éviter une nouvelle attaque. Enfin, le jour de la marmotte. Pourquoi le jour de la marmotte? Parce que c'est quelque chose d'assez régulier et constant. On le voit, puis là, je peux vous parler de Conti, on en a fait beaucoup cette année. C'est souvent les mêmes choses. Si vous lisez un petit peu ce qui se passe dans les communautés d'InfoSec sur Conti, d'un point de vue indicateur de compromission et méthode d'infiltration, on voit à peu près tout le temps la même chose. Donc, quand on sait qu'on a affaire à un Conti, on sait déjà où on va aller chercher. C'est quelque chose d'assez constant. Et puis, encore une fois, si vous lisez un peu les communautés InfoSec, on voit exactement ce qu'on lit dans les communautés InfoSec. Si, par exemple, vous prenez un rapport du célèbre site web de Defi Report, vous allez vous rendre compte que nous, sur nos serveurs, de nos victimes, on voit exactement
ces schémas-là qui sont employés. Donc, on a fait une petite présentation là, rapide des rançongiciels, les différentes étapes de notre intervention, ce à quoi on est confronté, et c'est rarement des cas de science-fiction. Ça arrive, mais c'est très rare. Et puis là, ce qu'on veut vous proposer, c'est une proposition peut-être un peu plus technique, un peu plus terre à terre. Encore une fois, c'est très général, c'est un schéma assez général, mais ça présente un petit peu pour vous donner, d'un point de vue peut-être un peu plus concret, ce qu'on voit. Donc là, sur le schéma, en vert, c'est l'infrastructure d'une potentielle victime. Et en bleu, ben, c'est pas mal les actifs, les différents actifs de l'entreprise. Et en rouge, ce sont des périphériques, on va dire, utilisés par l'attaquant. Donc vous le voyez, on a le chiffre numéro 1, le petit 1, il correspond principalement à tout ce qui est des appliances VPN, coupe-feu. On a aussi les services exposés. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on voit en termes d'appliance? On l'a vu beaucoup de fois utilisé en accès initial. C'est une appliance VPN pas patchée. Puis là, on en voit plein. Hein. On voit du Fortinet, mais on voit du SonicWall. Ça nous arrive d'avoir du Pulse Secure VPN, pas patché. Et puis l'attaquant commence à rentrer par là. Donc, quand on parlait d'attaque opportuniste précédemment, c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est la première étape, une porte d'entrée. Au niveau des services exposés, principalement, c'est un serveur exposé en RDP directement sur Internet ou un serveur Exchange exposé, mais pas exposé de manière sécuritaire, sans WAF et puis ouvert à tout le monde. Ou alors, les récentes vulnérabilités Exchange aussi ont beaucoup participé à l'exploitation des serveurs Exchange en tant qu'accès initial ces derniers mois. La deuxième chose, encore une fois, c'est un schéma général. L'ordre n'est pas tout le temps très précis ou très clair. Il y a des choses qui peuvent certaines étapes qui peuvent se mettre en parallèle, un petit peu comme on a présenté tout à l'heure, investigation, négociation, restauration. C'est un peu la même chose. L'attaquant, il n'a pas un schéma très clair avec, OK, les étapes, c'est ABCD. Parfois, il fait ACBD et ça lui va aussi. Donc là, ce qu'on essaie de vous proposer, c'est de manière générale. Donc le petit 2, ça correspond principalement à tout ce qui est mouvements latéraux, puis privilege escalation, donc escalade de privilèges. Là, 90% du temps, pour l'escalade de privilèges, c'est du Mimikatz. On le voit régulièrement, alors sous différentes formes. Des fois, c'est des scripts, des fois, c'est en mémoire. Mais c'est souvent ça. On voit aussi que les attaquants s'adaptent. Récemment, on a vu du Print Nightmare qui a été utilisé pour ce genre de procédé, du petit Potam aussi avec Exchange pour l'escalade de privilèges. On en a constaté. Ça arrive, on en voit de plus en plus. Le petit 3, on parle ici d'exfiltration de données. Alors les exfiltrations de données, ben, naturellement, ce qui est ciblé, c'est les serveurs de fichiers principalement, pas que, mais principalement. Et puis, qu'est-ce qu'on voit en termes d'utilisation d'outils? Ben là, c'est du AirClone, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est du Megasync, c'est du OneDrive, ou parfois c'est directement des connexions FTP vers les serveurs de l'attaquant. Donc là, c'est du FileZilla, et puis c'est parti. Alors, sur ce qui est un petit peu fun et qu'on a vu là ces derniers temps, on peut parler de OneDrive. OneDrive, c'est quand même super parce que OneDrive, il n'est pas bloqué par votre EDR, il n'est pas bloqué non plus dans les communications de votre coupe-feu. Ça passe assez facilement. On se connecte avec un compte malicieux, on met le compte malicieux, on met les données qu'on veut, puis on les récupère de l'autre côté. La seule chose qui pourrait éventuellement prévenir ça, c'est d'avoir du DLP, des technos DLP déployés, mais souvent, voilà, un client qui n'a pas un EDR, qui est encore sur un antivirus standard, c'est rare qu'il y ait du DLP derrière. Donc OneDrive, voilà, c'est super. En étape numéro 4, on parle de la diffusion du logiciel de chiffrement. La diffusion du logiciel de chiffrement, elle est encore une fois assez standard, même si on voit beaucoup de technologies, c'est souvent les mêmes. Bon, vous n'êtes pas sans connaître Cobalt Strike, hein, qui est utilisé pour réaliser tout un tas de méfaits dans une infrastructure informatique. On n'a pas parlé du serveur de contrôle C2 là, qui est à l'extérieur de la bulle verte, la bulle rouge au-dessus de la bulle verte, au-dessus du carré vert. Souvent, c'est mis en place pour avoir un mécanisme de persistance au cas où la connexion serait perdue avec le patient 0. C'est quelque chose qu'on peut se servir, où certains attaquants réalisent carrément l'ensemble de leurs méfaits. Donc là, on peut prendre toutes les étapes avec du Cobalt Strike. Donc pour revenir au déploiement du ransomware, qu'est-ce qu'on voit? L'utilisation de PSExec, beaucoup. Parfois même des GPO, on va modifier une GPO, on va créer une GPO pour déployer notre exécutable malicieux. Et puis enfin des tâches planifiées, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. On voit des tâches planifiées déployées et puis qui s'exécutent à toutes les 2 heures, toutes les 4 heures sur différents postes. Enfin, la 5e étape,
La suppression des sauvegardes, alors la suppression des sauvegardes, il faut la comprendre comme supprimer les sauvegardes. L'attaquant, il est conscient que si vous n'avez pas de sauvegarde, vous risquez de devoir payer. Donc, il va les supprimer. S'il ne les supprime pas, elles font partie des informations qui sont chiffrées. Donc, ça revient au même, elles ne sont plus fonctionnelles. Donc là, c'était, on va dire, les 5 grandes étapes. La dernière serait le déclenchement du chiffrement, naturellement. Mais c'est ce qu'on voit de manière assez concrète sur, on va dire, une infrastructure assez, sur une petite, moyenne infrastructure assez classique. Pour ce qui est des indicateurs de compromission, il faut comprendre qu'on en voit beaucoup. Là, à l'écran, on vous en affiche quelques-unes. On aurait pu remplir un écran complet de capture d'écran qu'on voit, mais l'objectif, c'était juste de vous donner une idée. Donc la première, si on part de la gauche avec le rectangle rouge, on voit qu'on a un exécutable qui s'appelle Sysmon, qui a été renommé, qui s'appelait auparavant nssm.exe. Donc cet exécutable sysmon.exe, il est dans ces Windows Temp, et en fait, c'est un outil qui s'appelle ngrog, qui est caché derrière cet exécutable, et qui est utilisé pour réaliser les connexions. Si on prend celle de droite maintenant, qui correspond à un pseudo-script, on voit que là, en fait, l'attaquant, il va effacer à travers des commandes comme webutile des event logs, donc les logs de Windows, hein, les logs classiques de Windows, système, PowerShell, sécurité, etc., etc. Et puis on voit un peu plus bas qu'il va supprimer aussi des clés de registre. Ces clés de registre sont des artefacts forensiques et ils nous permettent, s'ils n'avaient pas été supprimés, de savoir un petit peu ce qui avait été utilisé d'un point de vue connexion pour cette machine, souvent en RDP. Donc là, l'attaquant prend soin d'effacer ses traces, hein, c'est son objectif. L'objectif, c'est pas qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, c'est de laisser tout ça dans le flou. Ensuite, tout à droite, excusez-moi. Tout à droite, on a l'événement 7045, qui est un event ID des journaux système de Windows. L'event ID 7045, il est généré à chaque fois qu'il y a une installation d'un nouveau service dans Windows. Il est très utilisé, on s'en sert beaucoup pour détecter des installations de Cobalt Strike. Cobalt Strike, quand il y a un beacon est déployé sur une machine, ça génère, alors pas systématiquement, mais dans le cadre de nos attaques, souvent on le voit, ça génère un event ID 7045. Et puis, vous voyez la nomenclature, là, la façon dont est construite cette ligne là, de service file name, adresse IP, admin $, puis un exécutable de 6 ou 7 caractères. Bon, ça correspond classiquement à un service Cobalt Strike. Et enfin, la dernière, qui n'est rien d'autre qu'une commande PowerShell encryptée en base 64. Ça aussi, on en voit beaucoup. C'est beaucoup utilisé par les attaquants. Donc là, si on revient un petit peu sur ce qu'on a vu, sur la partie rançon logiciel, on va dire qu'on a fait 3 grandes parties. La première, c'était finalement la réalité de nos équipes, d'un point de vue étapes. Quelles sont les étapes dans lesquelles on travaille pour gérer un incident, pour faire face à un incident avec la victime. Donc, c'était l'équilibre à trouver entre investigation, restauration, puis négociation. On a vu un schéma, on va dire, on a parlé des rançons logicielles de manière générale et que des APT, ça arrivait, mais que c'était quand même quelque chose qui était assez rare. Hein. Ce qui se passe dans les films, on en voit, mais très peu. Ensuite, on a regardé ensemble un petit schéma classique qui présentait les différentes, on va dire, grandes étapes d'une intrusion et d'une exploitation par rançon logiciel. Là, on a regardé rapidement des IOCs. Donc, ça conclut un petit peu la partie des rançons logiciels. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, pas tout à fait, hein, la dernière étape ici, là, ça va être les chiffres par rançon logiciel. Et ce sont les chiffres, donc, encore une fois, de notre équipe. Donc, avec Bruno, on a fait un travail, on a repris l'ensemble des dossiers qu'on a traités. Et on est allé chercher quelques informations assez intéressantes. Donc, ce que vous pouvez voir ici, ce sont les rançons logiciels par famille auxquelles on a fait face, pour lesquelles on a mené des investigations et on a accompagné les victimes. Donc ça, c'est sur la période d'octobre 2020 à d'octobre 2021. Bruno en parlait tout à l'heure. Donc vous pouvez le voir, hein, des familles de rançons logiciels, il y en a beaucoup. On en parlait tout à l'heure. Tous ne pratiquent pas les mêmes méthodes, mais on retrouve quand même sensiblement les mêmes choses. On a une petite barre à 5% où il est écrit N/C, ça veut dire non connu, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à attribuer l'attaque ou simplement qu'on a fait face à une attaque, comment dirais-je, qui ne dépendait pas forcément d'un groupe de rançon logiciel. Ça, on l'a vu. On a vu des clients se faire chiffrer leur infrastructure, se faire demander une rançon
et ils se sont fait en fait chiffrer leur infrastructure avec BitLocker. Donc, l'acteur malicieux est rentré dans l'infrastructure, il a vu que BitLocker n'était pas activé, il a activé BitLocker, puis il demande une rançon. Puis là, on voit qu'on n'a pas affaire à des groupes très, comment dirais-je, robustes ou très professionnalisés, parce que là, on n'a pas de portail client, les notes de rançon, elles ne sont pas déposées de partout. Le chiffrement, vous comprenez bien, quand vous faites du BitLocker, vous ne pouvez pas BitLocker toute l'infrastructure, sinon comment on connaît vos coordonnées pour vous contacter. Donc certains serveurs avaient été épargnés dans cette attaque, mais ça arrive qu'il y ait des rançongiciels un peu hybrides, si je puis dire. On le disait tout à l'heure, tout le monde n'attaque pas tout le monde. Il y a certains rançongiciels qui font le pari d'être prudents dans le cadre de leur attaque. Et puis, pourquoi parce que on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette liste, vous en voyez aussi plusieurs qui ont disparu. On pense à Reveal, Sodinokibi, Maze, Darkseid. Et quand ça commence à devenir une vraie menace pour un État, on se rend compte que il y en a quelques-uns qui disparaissent assez rapidement tout de même. Donc, pour continuer un petit peu avec les chiffres, toujours sur notre année, on trouvait celui-ci intéressant aussi. C'était pour rappeler que un groupe de cybercriminels, un groupe de rançongiciels, ne fait pas systématiquement de l'exfiltration de données. On en a parlé un petit peu avant, mais nous, là, si on prend encore une fois notre année, on se rend compte que c'est, on va dire, 7 clients sur 10 qui se voient leurs données exfiltrées. Alors, 2 clients sur 10 ne seront pas exfiltrés de données, c'est le nom. Et les 13% qu'on voit, c'est les non déterminés. C'est-à-dire qu'on n'a pas été en mesure de savoir si les données avaient été exfiltrées ou non. Parce que soit c'est une question, puis là je me réfère un petit peu à ce qu'a dit Bruno auparavant, soit c'est une question qui n'a pas été posée dans le cadre de l'investigation, donc le client ne souhaitait pas aller voir cette information-là, c'est rare. Mais souvent, c'est qu'on n'a pas l'information, en fait. On n'a pas de journalisation dans le pare-feu, parce qu'on retenait que 7 jours et qu'on a terminé 2 semaines après. On n'a pas de journalisation au niveau des activités VPN, donc ça devient compliqué de savoir un petit peu ce qui s'est passé, éventuellement, s'il y a l'exfiltration de données. Pour continuer et terminer avec les chiffres, on voulait vous faire un petit top 5 des accès initiaux qu'on a constatés sur nos dossiers. Donc là, vous le voyez, le grand vainqueur avec 31%, donc on pourrait dire 3 dossiers sur 10, c'est les appliances VPN, on en parlait tout à l'heure. Si on prend tous nos dossiers et qu'on regarde les accès initiaux dans 3 cas sur 10, c'est une appliance VPN qui a été exploitée. Donc Fortinet, SonicWall, on en parlait tout à l'heure, ou PulseSecure, c'est ce qu'on voit. En deuxième position, là encore, on a un autre chiffre, les non connus. Une fois de plus, on n'a jamais toute l'histoire, on est un peu des archéologues, et puis on essaie de reconstruire une histoire à partir des traces qu'on a. Donc, non connu, on n'a pas été en mesure de déterminer quel avait été l'accès initial. Donc, une fois sur 4, c'est un quart, on a du mal à déterminer l'accès initial. Parfois même aussi, ça ne nous est pas demandé dans le cadre de notre investigation, donc on ne met pas d'énergie là-dedans. La troisième, ça a été une année riche en vulnérabilité Microsoft Exchange, donc on n'est pas surpris de le retrouver sur le podium comme accès initial. On a vu du proxy shell, du proxy logons, on en a vu plusieurs. Et enfin, les outsiders, les 2 derniers, on en parlait tout à l'heure, des services RDS exposés directement sur Internet, sans aucune protection, pas de MFA, donc naturellement, c'est assez facile de rentrer. Et puis, plus classiquement, et puis celle-là, elle est rentrée quand même dans les mœurs, tout le monde la connaît maintenant, c'est le courriel d'hameçonnage. Donc, ça persiste, on s'en sert toujours. Donc voilà un petit peu pour la partie rançongiciel. La conclusion, donc je ne vais pas revenir sur les différentes étapes, mais on a vu un petit peu comment ça se passait, comment on y était confronté, comment on essayait de travailler, de trouver un équilibre dans tout ce qu'on avait à réaliser comme activité. On a vu un petit peu qu'on avait affaire à des attaques opportunistes. On a vu quelques chiffres qui viennent un petit peu appuyer nos constats sur ce qu'on voit, sur la réalité de notre équipe, de notre quotidien. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Papy Panda pour discuter un petit peu de tout ce qui est prévention d'incidents de sécurité. Oui, alors au sujet de la prévention, là, alors on n'est pas une firme TI, on s'entend, on ne fait pas de l'administration et on ne fait pas du maintien en condition opérationnelle des infrastructures. Ce qu'on donne ici comme un peu notre recette, là, c'est par rapport aux incidents qu'on a découverts, donc les incidents qui sont généralement les emails compromission, les emails professionnels compromission et les attaques par rançongiciel, donc ce qui représente 80% de notre activité, comme on le rappelle. Et voilà, c'est un peu notre recette vis-à-vis de ça.
Et en gros, c'est pour, comme l'a dit Jordan, c'est des attaques éclairs opportunistes. C'est des attaques de masse. Pour éviter de tomber dans la masse. Là. En fait, c'est juste ça. Pour éviter de tomber dans la masse, là, voici un peu les recettes qu'on vous donne. Là. Alors, on parle de la double authentification, là, le MFA, là, mais c'est primordial. Là. Tous vos services qui sont, on s'entend, exposés intérieur, extérieur, là, ça soit vos services de messagerie, les VPN, mettez la double authentification. Rien qu'avec ça, là, vous vous protégez déjà de... on a vu là de pratiquement 31% là, sur les attaques VPN, 31%. C'est énorme. C'est énorme. Les services exposés sur Internet, là, on l'a vu, là, c'est assez simple. Là. Si vous ne les patchez pas, là, immédiatement, là, quand les patchs de sécurité sont sortis, vous faites avoir là, et vous passez pour la victime. Et c'est, comme on l'a dit, là, Proxy Shell cette année, là. Un peu moins Proxy Logan. On entend d'exploitation de rançon logiciel de ce qu'on a vécu nous. Mais alors Proxy Shell, divulgué à la DEFCON au mois de juillet, exploité dès le 1er août. Dès le 1er août, c'était exploité. Et on a eu plusieurs dossiers là, avec Proxy Shell là, sur les serveurs de messagerie. Et donc, il fallait juste patcher son serveur de messagerie qui était encore on-prem, là, on s'entend. Donc, la mise à jour, c'est vraiment un facteur important, notamment des services exposés. Ce qu'on voudrait dire aussi, là, ce qu'on constate, là, c'est que on intervient chez des clients qui ont des solutions logicielles ou qui sont en cours de déploiement de solutions logicielles. C'est bien. Les solutions logicielles doivent être déployées partout, pas uniquement sur les postes bureautiques. On s'entend que l'ancienne idée de déployer que l'antivirus sur un poste bureautique, non. Il faudrait déployer un antivirus et plutôt un EDR sur l'ensemble de votre parc informatique, hein, tous vos devices si possible. Mais c'est bien de le déployer, mais c'est pas tout. Là. Si vous ne regardez pas la console, là, ça ne sert à rien. Et les gens qui doivent regarder la console, là, ils doivent être, on va dire, prêts et comprendre ce qui se passe sur les consoles. Là. On a eu beaucoup d'attaques là, qui ont été détectées par les consoles EDR ou antivirus de nos clients, mais personne ne les regardait. Et s'ils les avaient regardés, s'ils avaient été alertes vis-à-vis de ce qui se passait, l'attaque aurait pu être bloquée. Donc là, c'est vraiment un peu les quick wins. Après, pour nous, en termes d'investigation, là, on s'entend que la journalisation, c'est important. On a vu que la moyenne de ce qu'on vivait, d'une intrusion jusqu'au chiffrement, c'est à peu près une quinzaine de jours. Là, pour un mail de compromission, un détournement de fonds, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Ça dépend à quel moment les transferts sont faits. Mais si on n'a pas de journalisation de plusieurs mois là, ou de quelques mois, on ne pourra pas investiguer. Là. Donc pour nous, oui, la journalisation est importante. Ce qu'il faut aussi penser là, c'est segmenter ces réseaux. Là. Donc segmenter les réseaux, moindre privilèges, limiter l'accès Internet pour les serveurs, là, c'est vraiment, vraiment important. Un serveur, on ne doit pas pouvoir surfer à partir d'un serveur sur Internet. Là. Aller depuis un serveur sur YouTube, c'est pas possible. Donc le faire, c'est s'exposer à des menaces. En gros, c'est un peu notre liste de recettes. Là. Alors, encore une fois, on n'est pas TI, c'est ce qu'on constate vis-à-vis de nos incidents. Donc, c'était juste pour mettre en exergue un peu ce que vous pouvez mettre en place d'un point de vue quick win pour éviter justement de faire partie des prochaines victimes de ces attaques. Je sais pas si on a un peu de temps là pour vous dire un peu des choses un peu drôles de ce qu'on vit au quotidien. Je sais pas si tu as des... On peut en faire une chacun. Ouais, moi, celle qui m'a beaucoup fait rire, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était dans le cadre d'une investigation de voir que l'attaquant avait tapé, saisi dans l'historique Google. On est capable de voir que l'acteur malicieux a saisi « How to exfiltrate data with Aircloud ». Donc, on voit l'acteur malicieux aller faire une recherche sur Google de comment on utilise Aircloud. Donc, il prend son temps, il le télécharge, il essaie différentes options et puis il avance. Donc, c'est des choses un peu drôles qu'on voit. On ne peut pas tout partager et puis on va devoir passer un peu vite là-dessus parce que ça se termine tranquillement. Ouais, bon, on a plusieurs anecdotes là. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'effectivement, on voudrait vous présenter la slide d'après qui est bien plus importante à nos yeux. Exact. Mais on aurait plein de choses à partager. Et c'est pour ça, si vous voulez qu'on partage des choses ensemble, là, rejoignez-nous. Alors, venez nous voir. Donc, KPMG Égide recrute des personnes en cybersécurité dans différents types de métiers. On est toujours à la recherche de talents
pour venir rejoindre nos rangs. Et plus spécifiquement, rejoindre la Team Panda, là, travailler avec nous. Donc, on recherche des analystes de thread hunting, là, si vous voulez nous rejoindre là, et travailler dans une ambiance bon enfant, d'aider les clients qui deviennent des victimes. Là, on vous encourage à nous contacter et à envoyer vos CV. Là. On est prêt à vous accueillir et à vous donner un petit nom de panda. Là, il n'y a pas de problème. On va regarder ça. Merci beaucoup, Bruno et Jordan, pour votre présentation. Je vous rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions à Bruno et Jordan sur le Q&A de Discord. Et puis, c'est ça. On se revoit dans quelques minutes pour la prochaine présentation. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.